Merci de nous retrouver aujourd'hui pour ce podcast Grand Est avec notre partenaire Esio Conseil, donc avec Manon Perrin qui est pilote régional sur le dispositif et Déborah Jordi, accompagnante. Donc je vais vous demander de commencer Manon par présenter le dispositif régional, vos chiffres clés, le nombre de corps démarrés, le nombre de bénéficiaires, leur profil, les sorties de parcours, etc. Donc au total, sur la région Grand Est, nous avons ouvert 5 cohortes, une en Meuse et 4 sur le territoire troyen. Donc celle en Meuse a commencé en avril 2021 et au bout de quelques mois, on a dû l'arrêter car les 5 personnes qui étaient rentrées sur le dispositif ont abandonné. Ensuite, on a ouvert à partir de novembre 2021 la première cohorte sur 3 et aujourd'hui, avec les 4 cohortes, on compte 91 bénéficiaires qui sont entrés sur le dispositif, majoritairement des bénéficiaires de la protection internationale, mais aussi des bénéficiaires de CEJ. Sur ces 91 bénéficiaires, nous comptons 16 stagiaires qui ont abandonné, majoritairement pour démotivation. À ce jour, nous comptons 16 sorties positives, donc 4 CDI, 8 CDD, une création d'entreprise et 3 formations certifiantes. Mais nous comptons 98 situations positives, majoritairement des missions intérim, au nombre de 36, 26 petits CDD et 22 formations. Alors Manon, juste, est-ce que tu peux nous préciser donc, le nombre de bénéficiaires au total que vous avez reçus sur le dispositif et le nombre de bénéficiaires restants aujourd'hui? Alors, au total, on a bien eu 91 bénéficiaires et le nombre total... Aujourd'hui, vous en avez 91, c'est ça? On en a eu 91, en comptant les abandons. D'accord. Et aujourd'hui, en parcours, tu sais combien? En parcours, on doit être à 76 personnes qui sont restées sur le dispositif, dont 16 qui sont sorties en sortie positive. Oui, donc ça fait un bon pourcentage de sorties positives. Et tu m'avais parlé également d'un nombre moyen, d'un temps moyen en tout cas pour des sorties positives ou des sorties vers l'emploi. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Alors oui, pour le moment, sur les 16 sorties, la moyenne de temps pour que les personnes retrouvent un emploi, c'est 4 mois. En revanche, pour les situations positives, un stagiaire peut retrouver une situation positive au bout de 3 mois. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors maintenant, je vais vous parler un peu j'aimerais qu'on parle de vos stratégies ou de votre stratégie de sourcing. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Comment vous avez sourcé donc vos bénéficiaires? Alors, on a eu 3 stratégies différentes. La première, c'est le sourcing interne, parce qu'on avait les marchés OFI, formation linguistique et formation civique. Donc, on a déjà été pioché dans ce vivier-là. Et puis, dans ce sourcing interne, on compte aussi les autoprescriptions, donc grâce au bouche à oreille. Ça représente 46% de notre sourcing. La deuxième stratégie, c'est d'aller démarcher les hébergements d'urgence. C'est des structures en général qui possèdent des publics très éloignés de l'emploi, mais qui sont très motivés. Ça représente 25% de notre sourcing. Enfin, avec la mise en place du CEJ, on a pu obtenir un partenariat avec la mission locale et on a eu des prescriptions de jeunes CEJ, autant sur Troyes, autant sur les territoires ruraux. Donc ce type de sourcing représente 20% à peu près de notre sourcing. Donc le tout, c'est de démarrer au final, de lancer le sourcing, d'avoir les premiers bénéficiaires pour ensuite pouvoir actionner l'autoprescription en fait. C'est ça. En fait, l'autoprescription fonctionne très bien avec notre public parce que c'est des publics primo-arrivants. Donc tout le monde va à peu près se passer le mot. Et puis ensuite, ce qui compte, c'est la personne qui démarche les structures. Donc nous, on a choisi d'amener Déborah sur place, donc qui fait les présentations, les infocalls aux différents stagiaires et souvent accompagnée d'un des stagiaires du dispositif. Donc des personnes terrain qui connaissent bien le dispositif, l'accompagnante et un bénéficiaire, donc un peu ambassadeur pour des bénéficiaires potentiels. Merci pour ces précisions. Oui, tu voulais ajouter quelque chose, Manon, peut-être? Non? Oui. Non. Peut-être que Déborah veut parler du coup de sa présentation chez les partenaires. Ah oui, avec plaisir.
Bonjour. Alors effectivement, la présentation chez les partenaires, c'est très important d'être accompagné d'un bénéficiaire qui est déjà entré dans des tours créatifs. Ça permet vraiment d'appuyer la présentation et surtout de le faire témoigner sur les bienfaits des ateliers, ce que des tours créatifs lui a apporté. Et puis aussi montrer ses motivations. Et grâce à ça, on a remarqué qu'une présentation sans bénéficiaire et une présentation avec bénéficiaire, c'était complètement différent. Et la présentation avec bénéficiaire nous a apporté énormément d'inscriptions. Donc plus d'inscriptions quand on fait appel à des ambassadeurs de personnes donc, qui ont suivi le dispositif. Une petite dernière question sur le sujet. Est-ce que vous pensez que ce pourcentage donc, d'autoprescription qui est énorme, 46%, peut être le même, puisque maintenant tu précisais que ça marchait spécifiquement sur ces publics. Alors là, je vous demande de projeter, puisque vous avez eu que ces publics-là, mais est-ce que vous pensez qu'il serait équivalent sur un autre type de public, justement? Alors, on a affaire au CEJ et on voit qu'il y a de l'autoprescription, mais ce n'est pas à la même échelle que pour les primo-arrivants. On en a, mais je dirais que c'est peut-être 10% pour les autoprescriptions des CEJ. Oui, donc voilà, par exemple. Ça fait vraiment une différence, vraiment le type de public par rapport au type de sourcing, en fait. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez parler de vos parcours? À quel rythme vous voyez les bénéficiaires globalement, en individuel et en collectif? Qu'est-ce qui caractérise vos parcours? Alors, les bénéficiaires sont convoqués, entre guillemets, sur le centre tous les mercredis, obligatoirement, pour des ateliers collectifs, qu'ils soient spécifiques ou non. Donc, tous les mercredis, on travaille les gros freins rencontrés par chaque cohorte. Donc, tous les bénéficiaires de toutes les cohortes sont invités à y participer en même temps, car on a la chance que les 4 cohortes se déroulent sur le même site. On propose également les mercredis des sorties emploi, donc, ou sorties intérim pour déposer des candidatures spontanées, visiter des agences d'intérim. Et on participe, en général, on essaye les mercredis aux événements du territoire, tels que le Forum de l'emploi, auquel on a participé déjà 2 fois. Sinon, on a également le jeudi et le vendredi qui sont dédiés aux ateliers créatifs. Donc, avec 4 cohortes en même temps, on propose des ateliers soit en demi-journée, soit en journée complète, et les bénéficiaires sont invités à venir au centre 2 fois par mois minimum, sur une durée plus ou moins longue du coup, pour les ateliers créatifs. Et enfin, on a également le mardi qui est consacré aux rendez-vous individuels. Donc ça, c'est uniquement pour les bénéficiaires qui ne demandent pas d'entretien individuel spontanément. Pour les personnes qui demandent des entretiens individuels, la formatrice, donc Déborah, peut les prendre n'importe quand, que ce soit pendant les pauses, quand les bénéficiaires sont en autonomie sur un atelier, entre midi, après les ateliers. Enfin, c'est très flexible. Ok, donc une flexibilité sur les entretiens, donc qui ont un rythme qui varie selon les besoins en fait des bénéficiaires, mais avec quand même une journée de posée pour ceux qui n'en demandent pas, pour s'assurer quand même qu'il y a un suivi individuel. Donc une grande flexibilité là-dessus et un cadrage quand même sur les temps collectifs, donc pour faciliter, j'imagine, le planning aussi de chacun et des bénéficiaires qui savent que c'est un jour qui est vraiment attribué au collectif. Si je peux ajouter, pour les CEJ des territoires ruraux, on a proposé du coup un emploi du temps un peu plus flexible, un peu plus adapté, parce que pour les transports en commun, c'est plus compliqué. Donc eux, ils sont obligatoirement là le jeudi, mais ils peuvent commencer un peu plus tard, suivant les horaires de bus. Donc au lieu d'être là à 8h30, ils sont là vers 10h. Et les ateliers créatifs, pour ceux qui peuvent, ils viennent. Et en général, ça tourne, donc tout le monde vient au moins une fois par mois sur l'atelier créatif pour les CEJ des ruraux. D'accord, donc une adaptation justement au planning des bénéficiaires, donc qui est une co-construction du planning avec eux selon leur disponibilité. Donc là, du coup, Manon ou Déborah, je vais peut-être donner la parole à Déborah maintenant. Si je comprends bien, vous les voyez à minima une fois par semaine ou 2 fois par semaine, puisqu'on a des ateliers collectifs 2 fois par mois, donc c'est entre 1 fois et 2 fois. Déborah? Alors, pour tout le monde, l'atelier collectif, c'est le mercredi.
pour toutes les cohortes. Pour les 4 cohortes, ce sera le mercredi un atelier à thème, un atelier collectif. Ensuite, le jeudi et le vendredi sont vraiment consacrés au projet créatif. Donc, sur la base d'une matinée, une demi-journée ou une après-midi pour les 4 groupes. Et ensuite, les entretiens individuels le mardi. Donc, on les voit au minimum à peu près 10 heures dans la semaine pour chaque groupe. Entre le rendez-vous individuel, le collectif de 6 heures et puis après les ateliers créatifs. Et j'ajoute également que les entretiens individuels pour les CEJ des milieux ruraux, on les fait également par visio, puisque le mardi c'est difficile. Voilà, on sait que le mercredi doivent être disponibles. Pour les ateliers créatifs, on leur a autorisé d'être disponibles une fois sur 2. Et bien sûr, les entretiens individuels, on les fait par visio WhatsApp ou Google Meet pour ceux qui sont un petit peu plus à l'aise avec l'informatique. Super. Donc du coup, oui, il y a une adaptation même sur les modalités au final de ces temps individuels et collectifs. Donc vous les voyez, oui, 10 heures en moyenne par semaine. Est-ce que ça vous semble être le minimum, puisque c'est vrai que sur le projet des tours créatifs, il est imposé de les voir au moins une fois par semaine, mais en effet, ça peut être intéressant de voir, est-ce qu'il n'y a pas un minimum de temps à consacrer, et surtout, c'est aussi la disponibilité des accompagnants, puisqu'il me semble que Déborah, toi, tu es sur en effet le groupe WhatsApp, et que tu ne te limites pas sur tes temps de réponse le soir et le week-end. Et est-ce que du coup, cette disponibilité, oui, plus ou moins, tu vas nous dire, mais est-ce que cette disponibilité n'est pas aussi nécessaire pour maintenir les bénéficiaires dans une certaine motivation ? Alors effectivement, oui, nous avons donc tous, chaque groupe a un groupe WhatsApp. Je reste disponible donc pendant mes heures. En moyenne, la semaine par exemple, c'est maximum 18 heures. Le week-end, au possible, j'essaye de ne pas répondre, voilà, puisque eux ont leur vie aussi privée et moi aussi. Mais c'est vrai que je pense que c'est très important. Après, il y a le nombre d'heures et le nombre de jours dans la semaine. Je pense que c'est très important pour garder la motivation des bénéficiaires de les voir quand même un minimum de 3 jours par semaine. Je me suis rendu compte que les personnes qui venaient quand même régulièrement et qui n'étaient jamais absents ont plus de facilité pour retrouver une remise à l'emploi ou tout simplement pour être en sortie positive. Et puis, ça permet de travailler sur beaucoup de thématiques, de les voir 3 fois dans la semaine. Après, c'est un minimum de 10 heures. Mais par exemple, quand on a le forum de l'emploi, ça se déroulait les jeudis, c'était une journée de 6 heures, alors que le mercredi, ils avaient eu leur atelier collectif de 6 heures. Et le vendredi, ils ont eu leur atelier créatif. Donc, il y a des semaines, on est plus sur du 15 heures que sur du 10 heures. En atelier ou en rendez-vous individuel. Mais c'est vrai que le temps de rendez-vous individuel est beaucoup moins important forcément que le temps de collectif et encore moins que le temps de projet créatif. Oui, donc tu juges quand même qu'il faut un minimum pour garder la motivation et maintenir. Donc le 10 heures, pour toi, c'est le minimum. Oui, pour moi, c'est indispensable d'avoir un minimum de 10 heures par semaine avec les bénéficiaires. Alors, c'est vrai, moi, j'ai la chance d'être à 100% sur des tours créatifs avec 4 cohortes, mais j'ai connu aussi le fait d'être sur 2 dispositifs en même temps. Et malgré tout, quand j'étais sur des tours créatifs et que j'étais sur un autre dispositif, je gardais quand même un minimum de 7 heures par semaine avec mes groupes. Après, là, on parle de minimum, mais si on parle de maximum, je pense que c'est aussi peut-être intéressant qu'il n'ait pas un 35 heures non plus et qu'ils ne puissent faire des activités en dehors et même travailler sur leur insertion professionnelle ou sur des levées de frein en dehors des temps en organisme. Oui, tout simplement également pour leur remise à l'emploi, pour se présenter aux entreprises. Des tours créatifs est là pour les accompagner, mais il faut quand même qu'ils gagnent en autonomie. Donc du coup, effectivement, on est sur un minimum de 10 heures. Le maximum qu'on ait fait, quand j'étais au tout début, quand j'étais à 100% sur des tours créatifs, on faisait 21 heures, 3 jours semaine sur des ateliers de 7 heures. On a réduit les journées à 6 heures. Et effectivement, on a choisi délibérément de faire des ateliers collectifs en demi-journée et puis en journée complète. Parce qu'on s'est rendu compte que les 4 premières heures, ils sont au taquet. Et puis après, comme tout le monde, voilà, exactement. Donc, entre guillemets, la concentration baisse un peu. Donc, voilà.
Et du coup, voilà, on a réduit, donc on est à peu près sur une base de minimum 10 heures et on va jusqu'à à peu près 15 heures. Mais voilà, tout simplement parce qu'on a réduit le temps au niveau du projet créatif. Par contre, on n'a jamais réduit le temps, que ce soit sur les entretiens individuels du mardi et bien sûr, indispensable, l'atelier collectif du mercredi où vraiment c'est très important pour eux, comme pour moi. Justement, sur les ateliers du mercredi, donc vous, comme l'a présenté Manon, c'est des ateliers collectifs de levée de frein, etc. Donc des ateliers spécifiques, on va dire, pas que, mais notamment. Est-ce que vous pouvez, Déborah, je pense, nous présenter donc les thématiques un peu de ces ateliers spécifiques? Alors oui, j'ai quelques exemples à vous donner. Par exemple, on a fait un atelier collectif sur le logement avec l'intervention du SIAO suite justement à la situation de 2 bénéficiaires qui se sont retrouvés SDF. Et donc dans les 2 semaines, j'ai organisé donc une intervention avec le SIAO et un rendez-vous également individuel avec l'intervenant et les 2 bénéficiaires concernés. Ce qui a permis, en fait, en moins de 10 jours, de leur retrouver un logement, donc une place en foyer, mais également une demande de logement social, qui a été d'ailleurs acceptée, pour la petite histoire, hier. Voilà, ils ont eu leur visite d'appartement hier. Donc ça, c'est un des exemples d'ateliers collectifs, mais on a également l'intervention d'Addiction France, parce que j'ai remarqué la consommation de drogue au sein d'un groupe. Donc j'ai fait intervenir Addiction France sur les drogues et l'alcool, mais également sur le tabac. Et d'ailleurs, pour également la petite anecdote, on a une intervention avec Addiction France qui est programmée pour les dangers des réseaux sociaux et voilà, l'addiction aux écrans, parce qu'on n'en parle pas assez et je trouvais important de sensibiliser le public. Ensuite, on a également organisé des ateliers d'esthétique sociale et de coaching en images, parce que la présentation en entreprise, voilà, c'est la base. On l'a remarqué quand on va au forum où ils sont vraiment, où ils ont été coachés, et ben la personne qui est en face d'eux, disons, est plus réceptive à leurs demandes. Et ensuite, on a organisé des ateliers avec le CIDFF, qui est l'un de nos gros partenaires, qui donc vient intervenir sur le droit du travail, la laïcité, les violences sexistes et sexuelles, sur également tout ce qui est législation. Voilà. Et bien sûr, on fait les forums de l'emploi du territoire et les sorties intérim, qui est très bénéfique pour les bénéficiaires, mais également pour le dispositif des tours créatifs. C'est lors de ces sorties ou de ces forums que nous avons décroché les plus beaux partenariats et les plus belles situations positives de nos bénéficiaires. Donc je pense que c'est indispensable de participer au forum de l'emploi sur les territoires, mais également d'organiser des sorties intérim. Ça permet vraiment, si on parle un petit peu avec les agences d'intérim, on se rend compte qu'ils sont d'accord pour être photographiés ou filmés, ce qui permet de travailler derrière en atelier collectif la présentation des bénéficiaires en agence d'intérim. Donc ça, c'était des simulations que vous avez pu faire avec des agents d'intérim. Justement, par rapport à ces partenariats territoriaux locaux, comment vous articulez le dispositif donc avec les autres acteurs, dont les conseillers mission locale, puisque vous avez, ou les référents Coalia, puisque vous avez des CEJ. Donc, comment vous articulez l'accompagnement de ces bénéficiaires? Manon ? Oui, alors déjà pour la mission locale, on a des contacts avec la référente CEJ, donc qui vient aussi à nos copiles. Et puis on a des contacts avec les référentes de chaque jeune. Donc là, c'est Déborah qui pourra mieux en parler parce que c'est elle qui a des contacts, mais en tout cas, c'est des contacts très fréquents et c'est la même chose avec tous les hébergements d'urgence, où chaque assistante sociale ou référent est contacté pour organiser nos actions en même temps et de façon intelligente en fait. Vraiment qu'on coordonne les actions pour pas qu'il y ait de doublons, mais aussi que ça soit toujours bénéfique pour le bénéficiaire. Donc, et peut-être que vous soyez informé de situations dont vous n'avez pas connaissance directement avec le bénéficiaire. Oui, tout à fait. Donc, j'ai vraiment un contact étroit avec les conseillers mission locale en général, que ce soit référents des CEJ ruraux ou même les conseillers personnels de nos bénéficiaires, mais également les conseillères Pôle emploi, mais également les assistantes sociales de territoire ou des foyers d'hébergement, parce que on veut absolument éviter les doublons et puis également le travail, en double, c'est-à-dire que si il est programmé sur une formation, moi je n'ai pas justement l'accompagnement
accompagner pour une formation ou pour une remise à l'emploi, et puis éviter aussi tout simplement qu'il soit programmé sur une formation, positionné sur une formation, et que moi derrière je lui obtienne une mission intérim, qui doit refuser la mission intérim pour aller en formation. Donc c'est vraiment au quotidien des échanges de mails, d'appels. C'est vraiment un travail intense, mais ça facilite le travail non seulement de mon travail, mais également le travail de toutes les conseillères ou conseillers Pôle emploi ou missions locales. Tu parlais juste avant de problèmes d'hébergement. Est-ce que c'est via les bénéficiaires justement donc tu as été informé par le bénéficiaire, les deux bénéficiaires, ou c'est justement leur référent de Coalia ou qui t'a transmis cette info de problématique? Alors non, j'ai été informée donc par les bénéficiaires, et moi je me suis mis donc en contact avec donc leur assistante sociale, avec leur référente en hébergement d'urgence, et moi je les ai mis en contact donc avec le SIAO et puis les bailleurs sociaux tout simplement. Mais non, j'ai été informée par mes bénéficiaires. La plupart du temps, je suis informée par les bénéficiaires. Et après, je me mets en contact donc avec les référents ou les conseillers. Mais aussi, je peux être aussi informée, bien sûr, par les conseillers ou les référents. Mais souvent, c'est un petit peu le bénéficiaire qui fait le lien, ce que je trouve d'ailleurs très bien parce que ça montre aussi leur volonté et leur autonomie. D'accord ? Voilà. Donc on voit bien qu'on est sur un accompagnement global, puisque vous êtes aussi bien sur l'insertion professionnelle, ou alors plutôt sur la levée de frein et en même temps l'insertion professionnelle, donc avec le respect du timing, du rythme des bénéficiaires, qui est individualisé en fonction des besoins de chacun. Et on parle donc d'articulation avec les conseillers missions locales, mais est-ce que vous avez d'autres liens avec d'autres acteurs de l'écosystème de votre territoire ? Alors oui, on a plusieurs partenaires sur le territoire qu'on a décrochés grâce à des tours créatifs qu'on n'avait pas avant. Donc déjà la cravate solidaire qui a été un de nos premiers partenariats avec lesquels on travaille, on leur envoie des bénéficiaires pour participer aux ateliers coup de pouce. C'est quoi ces ateliers coup de pouce ? Alors c'est des ateliers sur l'image de soi où ils vont être relookés, ou en tout cas on va leur proposer des vêtements pour un entretien d'embauche, et puis l'après-midi ils vont faire un entretien d'embauche fictif mais avec un vrai RH qui se déplace bénévolement. Et on va recevoir une grille avec les compétences, etc., qui ont été validées ou non. Et on va pouvoir retravailler par la suite grâce à cette grille. Donc ça ressemble un peu à la grille RecTech. Et puis on peut retravailler chaque compétence grâce à ça. Donc on en a eu 6 ou 7 qui sont passés à la cravate solidaire et ça a porté ses fruits. Et ils sont pris bien sûr en photo à chaque fois qu'ils passent en atelier coup de pouce. Donc, comme l'a dit Déborah tout à l'heure, on a le SIAO, le CIDFF Addiction France comme partenariat, mais qui viennent sur site pour présenter certains ateliers sur certains sujets bien définis. On a la mission locale, bien sûr, et puis ensuite, on a des partenaires entreprises, donc 2 agences d'emploi, ACS Intérim et Aube Intérim. Mais on a aussi des structures spécialisées dans les chantiers d'insertion comme Boutique Boulot ou le Foyer au Bois. Et dernièrement, on a eu un contact avec le Club des entreprises du territoire pour faire visiter des entreprises aux bénéficiaires. Et bien sûr, on en a d'autres à venir. On ne s'arrête pas là et on va essayer d'augmenter, d'étendre notre partenariat. Sur le Club des entreprises du territoire, tu sais quelles sont les branches, les secteurs qui sont représentés ? Alors tous les secteurs sont représentés, c'est bien pour ça que c'était intéressant pour nous de les avoir comme partenaires, mais encore plus loin, non seulement ces fameuses visites d'entreprises qui sont organisées par le Club des entreprises du territoire, ce sont que des entreprises qui recrutent, c'est-à-dire qu'on visite une entreprise mais pour derrière une embauche future. Ce n'est pas juste une visite d'entreprise, de menuiserie, de mécanique, non, ce sont forcément des entreprises qui font appel à ce club pour recruter et même pour former. Alors, j'ajoute que grâce à notre partenaire de la cravate solidaire, dernièrement, on nous a contacté, donc une personne de la cravate nous a contacté pour un partenariat avec l'entreprise Michelin. En fait, elle a parlé de nous et ça va débloquer sûrement parce qu'ils cherchent de la main-d'œuvre et de la main-d'œuvre qui parle à peu près français. Et vu que nous, on est quand même spécialisé sur le FLI, apparemment, ça pourrait amener un partenariat où nos bénéficiaires pourront aller travailler, mais on continuerait les cours de français à côté. Donc, comme quoi, un partenaire peut en amener un autre, et j'espère qu'on pourra avoir quelque chose d'un peu plus
officielle, en tout cas avec l'entreprise Michelin. Donc on peut dire que ce qui est gagnant, c'est quand même de cet accompagnement global, donc lever des freins et insertion professionnelle, donc avec cumulé quand même à des partenariats entreprises pour des positionnements. C'est quand même ce qui est gagnant. Vous n'auriez pas cette partie partenariat entreprise. Est-ce que vous aurez autant de sorties positives ? Non, pour nous, les partenariats sont très importants parce que c'est ce qui fait que nous avons des sorties positives. On a rarement eu des sorties positives en dehors de nos partenaires. Alors, il y en a eu, mais voilà, des positionnements Pôle emploi sur des formations, etc. Mais c'est vrai que notre partenariat avec le Greta CFA nous a apporté donc beaucoup de formations certifiantes ou qualifiantes. Et puis après, c'est vrai que des entreprises comme ACS Intérim, Boutique Boulot, Foyer au Bois, les agences d'emploi nous ont apporté également beaucoup de chantiers d'insertion et des chantiers d'insertion qui ont abouti à des CDI ou à des CDD longue durée. Très bien, merci. Alors là maintenant, je vous demanderai, à moins que vous ayez d'autres choses à ajouter sur les liens avec les entreprises et les contacts entreprises, peut-être, oui. Si, une dernière question là-dessus. C'est est-ce que vous arrivez à avoir des suivis avec les entreprises, puisque sur des tours créatifs, donc on n'a pas de stage en entreprise tel quel, à part des PMSMP, donc via les pôles emploi. Donc là où on peut peut-être avoir un lien entreprise qui ressemble à des stages. En revanche, sur des missions intérim ou des CDD, est-ce que vous arrivez à avoir des suivis entreprises, puisque elles sont plus difficilement captables. Et ça peut aussi les bénéficiaires peuvent ne pas vouloir qu'on contacte des entreprises. Donc comment en fait vous arrivez à mettre en place ces suivis, notamment, on n'en a pas parlé beaucoup, Manon en a mentionné, mais sur les compétences RecTech, qui est l'outil donc que l'on utilise sur ce dispositif pour évaluer les compétences soft skills des bénéficiaires. Alors oui, effectivement. Alors je me permets juste de préciser, effectivement, le plus difficile, c'est pas le fait que le problème, du moins, c'est pas le fait que les bénéficiaires ne veulent pas qu'on se déplace sur leur lieu de travail, c'est plutôt les chefs d'entreprise ou les responsables qui n'ont pas forcément de temps à nous accorder. Mais je me suis rendu compte qu'on a moins de difficultés avec les entreprises qu'avec les agences d'emploi pour travailler non seulement sur cette grille d'observation RecTech. Et je me suis également rendu compte que les grandes difficultés, c'est avec les petites entreprises, où le moindre salarié a un timing bien serré, bien précis, alors que les grandes entreprises, souvent, il y a un responsable de secteur, il y a, entre guillemets... La RSE aussi Oui, tout à fait. Mais et finalement, nos contacts entreprises, c'est les grosses entreprises comme, par exemple, 3 Médias, qui est une grosse structure de téléconseillers et téléconseillères, où j'ai pu placer une bénéficiaire et j'ai pu rencontrer donc son responsable de groupe. Donc, ils sont à peu près 1000 dans cette entreprise, donc avec une bonne centaine de responsables. Et donc, il a bien voulu m'accorder 30 minutes pour travailler la grille RecTech, donc avec notre bénéficiaire Wijdan. Et d'ailleurs, cette rencontre a permis de pouvoir placer une autre bénéficiaire qui avait le même profil que Wijdan. Et donc, Wafa a également signé son CDI là-bas. Donc, pour une entreprise, on a réussi à placer 2 bénéficiaires en CDI qui respectaient bien sûr leur projet professionnel. Donc, c'est vrai que les entreprises, ce n'est pas forcément difficile d'avoir des contacts avec eux. Pour les grosses entreprises, j'entends. Les petites entreprises, c'est plus difficile. Et les agences d'emploi, honnêtement, eux, ils font de la recherche de CV et travailler sur une grille RecTech. J'ai beaucoup de mal à pouvoir travailler cette grille avec les agences d'emploi. Mais je pense que le contact entreprise, c'est aussi se déplacer. On parle des candidatures spontanées, mais je pense que c'est important aussi aux accompagnants, accompagnantes de se déplacer avec les bénéficiaires dans les entreprises. Parce qu'à un hasard, je vais dans une entreprise de menuiserie pour une commande de pièces détachées. Le hasard, fait bien les choses. Le hasard fait bien des choses, exactement, pardon. Donc j'ai pris un des bénéficiaires qui souhaitait donc travailler dans la menuiserie. Nous avons donc demandé si l'employeur cherchait quelqu'un ou un salarié. Il me répond que bien sûr, oui, il cherche un salarié, mais avec le permis B. Donc bon, là, un peu difficile pour mon bénéficiaire, mais il nous propose un contrat d'apprentissage parce que depuis le mois d'août, il cherche un apprenti qu'il ne trouve pas. 3 jours plus tard, mon bénéficiaire avait donc son entretien d'embauche qui s'est super bien déroulé. Suite à ça, j'ai dû donc prendre contact avec le CFA pour justement le dossier d'inscription et le contrat d'apprentissage.
Et ce contact avec le CFA m'a permis de pouvoir organiser une infocolle justement pour combler un petit peu les classes d'apprentissage avec donc par exemple les CAP maçonnerie ou CAP peintre en bâtiment pour proposer à mes autres bénéficiaires. Donc d'une simple visite d'entreprise pour une pièce détachée a suivi sur un CAP menuiserie pour un de mes bénéficiaires et a suivi à une prise de contact avec le CFA où j'ai réussi à décrocher une infocolle. Et en fait, quand j'ai rencontré cette personne, donc qui est le responsable apprentissage du CFA, il était très content de savoir que j'avais un vivier d'apprentis sur des tours créatifs. Il a voulu en savoir plus. Il nous propose de se déplacer directement sur site ou tout simplement d'aller faire la visite du CFA, la visite également des ateliers donc précis, peintre en bâtiment ou maçonnerie, pour vraiment en fait que nos bénéficiaires se rendent compte de ce que c'est finalement que le CFA, de la découverte du métier, exactement. Et il me semble, c'est vrai que j'avais oublié ça, mais que vous aviez aussi été en contact avec une entreprise dans le cadre d'une bénéficiaire qui était en contrat, non? Et qui avait qui était prête à lâcher au final son contrat pour une mauvaise compréhension, et le fait d'être intervenu en personne neutre extérieure, ça a permis de sécuriser ce positionnement en emploi. Tout à fait, oui, c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de Wijdan, en fait, qui était donc en période d'essai. Je me suis donc déplacée pendant la période d'essai justement pour parler à son responsable, parce que Wijdan me contactait en me disant qu'elle n'arriverait jamais dans ce poste, qu'il y a des niveaux, parce qu'elle avait un niveau B1, pourtant elle avait obtenu son DELF B1, et elle me disait qu'au niveau de la linguistique c'était compliqué, que tout le monde avait un meilleur niveau, qu'il y avait beaucoup de Français dans son équipe, qu'elle n'y arrivait pas. Donc elle avait un très très gros manque de confiance en elle. Donc je lui ai proposé de rencontrer le responsable, et effectivement c'est de là que ce responsable m'a dit qu'il n'y avait aucun problème pour un nouveau rendez-vous pour travailler sur la grille RecTech. Et en fait de là Wijdan a pu parler en fait avec moi voilà, et son responsable de ses difficultés, et le responsable l'a rassurée, et de là elle a terminé sa période d'essai et elle a actuellement signé son CDI, et ça fait maintenant 4 mois qu'elle est en CDI à 3 médias. Donc effectivement, peut-être que sans la rencontre avec ce responsable, peut-être que sans l'accompagnement aussi des tours, les 3 mois d'accompagnement derrière, c'est aussi pour ça, voir les problématiques rencontrées par les bénéficiaires en emploi. Je pense que sans ça, oui, effectivement, Wijdan aurait lâché pendant sa période d'essai. Et là, maintenant, elle est épanouie en CDI chez 3 médias. Donc, on voit l'intérêt de cette période de sécurisation. Là, on a un exemple concret qu'elle n'est pas un superflu. Donc, merci Déborah pour ces précisions. Et pour finir, je vous demanderai, les points positifs et les axes d'amélioration, enfin, les points saillants du dispositif. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour remobiliser les bénéficiaires ou plus globalement sur le dispositif? Ou qu'est-ce qui fait que ce dispositif fonctionne selon vous ou dysfonctionne? Alors, pour moi, en tout cas, ce qui fonctionne dans le dispositif, c'est la flexibilité. Donc, le fait de pouvoir toujours répondre aux besoins des bénéficiaires n'importe quand. L'adaptabilité par rapport, par exemple, aux ruraux. On a eu l'exemple concret. Un autre point positif, c'est la recherche de partenariats. Et c'est un point positif pour Détour, pour nos bénéficiaires, mais c'est un point positif pour l'organisme de formation, il ne faut pas l'oublier. Et puis, enfin, je dirais que l'axe d'amélioration, ça serait toujours des partenaires supplémentaires, toujours dans le cadre d'aider les bénéficiaires à trouver un emploi. Quand même, le but, c'est d'avoir le maximum de sorties positives, et si possible, pas que des formations. Donc, oui, continuer d'étendre nos partenariats, et puis pourquoi pas évoluer dans nos pratiques. Donc là, Déborah a appris à utiliser la grille RecTech qu'elle ne connaissait pas avant. Je parle un petit peu à sa place, mais du coup, elle était... On va la laisser parler après. Oui. Elle aura le mot de la fin. Elle était formatrice français langue étrangère via les marchés OFI, formation linguistique. Donc, elle n'avait affaire qu'à des primo-arrivants, et grâce au partenariat avec la mission locale, elle a affaire à un nouveau public qui est quand même très différent. Donc, il a fallu aussi s'adapter à ce public, ce qui n'a pas été très évident au départ. Donc, c'est aussi riche en découverte et en amélioration. Merci.
Alors oui, effectivement, je reprends ce que disait Manon. Effectivement, l'évolution des pratiques, on est malheureusement obligé avec un dispositif comme des tours créatifs qui est expérimental, où on n'a pas finalement, il n'y a pas de cahier des charges, on n'a pas de choses à respecter réellement, entre guillemets, dans la pratique, par exemple des ateliers collectifs ou des entretiens individuels, etc. Donc c'est vrai que étant à la base formatrice en langue étrangère et travailler sur l'insertion professionnelle, ça me faisait un petit peu peur. Et puis au final, non, ça s'est très bien passé parce que déjà, j'ai commencé avec un public que je connaissais très bien. Effectivement, par la suite, on a eu donc un autre public, les CEJ donc de la mission locale, qui sont principalement effectivement des allophones et des personnes donc également aussi bien voilà, sur Troyes ou dans des milieux ruraux. Donc c'est vrai que c'est plus difficile. Par exemple, la grille RecTech, je ne l'aborde pas de la même manière avec les francophones qu'avec les allophones. Idem pour les ateliers numériques. Voilà, je cherchais, excusez-moi. Pour les ateliers numériques, on ne l'aborde pas de la même manière avec des allophones qu'avec des francophones. Donc effectivement, on est obligé de s'adapter. Et je pense que c'est le principe même de Détour Créatif, l'adaptabilité et la flexibilité. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que nos bénéficiaires gardent cette motivation au quotidien et leur redonne en fait confiance en eux, mais aussi leur permet d'accéder à cette autonomie qu'ils n'avaient pas ou qu'ils n'avaient plus. Bah écoutez, moi, si vous n'avez rien à ajouter, mesdames, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations et cet échange très riche d'enseignements. Et je vous dis à bientôt.